Préparation en cours, ça y est, je suis là avec Virginie en direct sur Facebook. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Virginie. Je suis en même temps en train de faire les petits réglages pour vérifier que je suis bien en direct et pouvoir répondre à vos commentaires. On est en direct sur Facebook. On sera en rediffusion sur YouTube. Ouais, je nous vois, on est là. Si vous êtes là en direct, faites-nous un petit coucou. Si vous êtes là en différé, faites-nous aussi un petit coucou. Donc aujourd'hui, on a vraiment des têtes d'enterrement. On va parler de deuil, on va parler de mort, on va parler de vie, on va parler aussi de la vie après la mort. Alors, pas spécifiquement pour les morts, ça peut être un autre sujet. Moi, j'en parle de temps en temps, mais on va parler de la vie après la mort, bah, pour ceux qui restent, pour celles qui restent. Et en l'occurrence, Virginie et moi, on est de celles qui restent. Et en fait, je dirais, tous ceux qui sont sur Terre en ce moment, on est ceux et celles qui restent, parce que finalement, on a tous des défunts dans nos familles. Euh, donc, on est ceux et celles qui restent. Alors, nous particulièrement, parce que, je vais dire, on a connu toutes les deux à peu près à la même époque, c'est-à-dire en août 2020, des deuils qu'on va appeler peut-être précoces. Donc voilà, moi c'était mon fils et le 7 août et Virginie, bah, je vais te laisser en parler. C'était le 23 août si je me trompe pas Oui, oui, et c'est je ça. vais te laisser la parole. Voilà. Ok. Bah, écoute, comme tu le sais, mais pour tous les gens qui nous regardent, je vais reparler un petit peu de mon histoire. Bah, moi, j'ai perdu mon mari au mois d'août 2020 dans des circonstances un peu particulières puisqu'on était en plein Covid. C'était le début du Covid. C'est important de remettre tout ça dans le contexte parce que ça donne aussi des explications à un petit peu la folie du moment. Euh, Jérôme travaillait avec les personnes âgées, hein, c'était son travail. Et puis, je redonne ce contexte parce que ça a son importance en fait, hein. Il s'est retrouvé du jour au lendemain à avoir des douleurs au ventre, à être pas bien, etc. Donc son généraliste l'a reçu, il lui a dit, Monsieur Guyot, ce que vous avez, c'est du stress, certainement dû à la situation sanitaire. On venait d'annoncer que les personnes âgées allaient être confinées, etc. Donc lui, il se faisait beaucoup de mourons pour ces petits vieux, comme il les appelait affectueusement. Et du coup, il est ressorti de chez le généraliste avec une ordonnance d'anxiolytique qu'il a pris. Et puis le lendemain, aucune amélioration. Donc je rappelle le médecin. Le médecin me dit, bah, écoutez, je peux pas le recevoir avec le Covid, j'ai plus de place. S'il est vraiment pas bien, appelez les urgences. Et puis qu'il parte aux urgences, je ne peux rien faire. J'ai appelé les urgences, il est parti en ambulance. Et puis dans la nuit, j'ai su que après un scanner, il était métastasé de partout, il était en stade terminal et il souffrait depuis personne ne sait combien de temps en réalité d'un cancer qui s'est développé sans aucun signe avant-coureur. Moi, je savais même pas que ça pouvait exister. Depuis, j'ai appris que on n'était pas les seuls. Et donc, il est arrivé à l'hôpital le 12 août 2020 et en 10 jours, 11 jours, en fait, ça a été un condensé de cancer bah, jusqu'à l'issue le 23 août. Voilà pour l'histoire un petit peu en résumé. Ouais, donc très brutal. Et c'est vrai que c'est important de remettre le contexte parce que ouais, les visites, et encore, je disais, il a eu de la chance, il a eu quand Oui, même un premier rendez-vous avec un médecin. Moi, je sais que mon fils, il a eu des visios, tu vois. Bon, il est mort aussi d'un cancer, mais il a eu des visios, en- parce que c'était le Covid, etc. Donc c'est vrai que ça remet le contexte. Bon, ça ne change rien. Aujourd'hui, on est 5 ans après, 5 ans passés. C'est vrai que voilà, c'est des moments douloureux. Et peut-être que la question que je vais te poser maintenant, bah, c'est voilà, à ce moment-là, puisqu'on est revenu en arrière, on est revenu 5 ans en arrière, parce qu'après, voilà, on va parler de la vie, puisque ben, depuis 5 ans, les choses ont bougé, mais sur le moment, les premiers trucs qui sont venus, donc toi, tu avais 43 ans, c'est ça, à ce moment-là? oui, oui, je Voilà. venais d'avoir 43 ans, j'avais 43 ans et 2 mois, quoi. J'ai Et eu lui, 43 ans au mois il de avait juin. quel âge, Jérôme? Jérôme, il avait 50 ans. D'accord. Mm. Ouais. Donc oui, c'est ce qu'on appelle vraiment un deuil précoce. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu envisageais l'avenir ou qu'est-ce que tu envisages, enfin, c'était quoi les premières choses en fait, Bah, le choc quoi, sur le coup. ah oui, le choc, oui, le mot n'est pas assez fort. Bah, l'avenir, en fait, pendant plusieurs mois qui ont suivi son décès, bah, l'avenir, ça s'est résumé à avoir envie de le rejoindre là où il était, hein. Très basiquement, il faut en parler. Comme on disait tout à l'heure en off, en fait, t'as une double raison d'avoir envie de mourir. C'est parce que déjà, ta douleur, elle est telle que pour y mettre fin, tu vois qu'une seule solution, bah, c'est celle-là.
c'est de te suicider, de te foutre en l'air, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est très brutal, mais c'est comme ça. Euh, Déjà pour mettre fin à ta douleur et puis parce que tu as envie d'aller rejoindre ton défunt en fait, tu as envie d'aller le retrouver là où il est parce que il a laissé un vide tel qui te manque tellement que ta vie n'a plus de sens sans lui et donc tu as juste envie de le retrouver et ça c'est très très long avant que ça s'éloigne jusqu'à disparaître complètement quoi. Et, ouais, et alors, et juste pour dire, vous aviez des enfants? Alors, on n'avait pas d'enfants. Moi, j'ai deux enfants qui sont nés d'une union précédente. Mais quand on s'est Ils rencontrés avaient avec quel âge? Jérôme, ils étaient petits. Ils avaient 9 ans et 10 ans quand Jérôme est mort. D'accord, donc, oui. Donc, ils avaient 5 ans et 6 ans, enfin même 4 et 5 ans quand j'ai rencontré Jérôme. Donc, il les a élevés avec moi une Voilà. partie de leur enfance et mes enfants l'adoraient, quoi. Oui, voilà, c'était, enfin, vous étiez une famille ensemble, Ah non pas oui, composée, mais c'était une famille, ah quoi, oui, donc, oui, oui, aussi. complètement. Mm. Et, et, et à ce moment-là, alors j'avais une question, mais je dirais, euh, est-ce que le fait d'avoir des enfants, c'est quelque chose enfin, bon, je pense qu'en partie, c'est peut-être quelque chose qui t'a peut-être retenu de te suicider, ou pas, parce que parfois, non, ça suffit pas. Et peut-être, donc ça, c'est la première question. Et en fait, sinon, je dirais, en fait, quelles ressources t'as cherché, ou qu'est-ce qui a fait que ben, finalement, t'es pas passé à l'acte et que finalement, sans t'en rendre compte, ou peut-être malgré toi, tu as choisi la vie. Bah, en fait, les enfants, ce que je vais dire, c'est absolument terrible. Oui. Mais c'est la vérité. C'est que au début, t'es tellement, tellement, tellement dans le bad que même avoir des enfants, en tout cas moi, ça m'a pas suffi à m'accrocher à la vie. Je me disais dans ma tête, de toute façon, ils ont un père, il pourra les élever, ils seront en sécurité. Voilà, on se tient ce genre de discours. Maintenant, Ouais. je trouve Vraiment, ça sa culpabilité, c'est intéressant de épouvantable. comprendre. Parce que le fait que Jérôme ne soit pas leur père et qu'ils aient un père, en fait, et que quelque part, toi, ça te rassure, parce que tu disais, ben, même si moi je disparais, ils ne seront pas seuls au monde. C'est Donc, ça. c'est différent que, Oui, voilà, si ça avait été les enfants de Jérôme. Mais oui, enfin, je te remercie vraiment d'avoir cette sincérité, d'oser en parler, parce que on a vraiment beaucoup de choses qui peuvent nous traverser à ce moment-là. oui. Et il n'y a aucune culpabilité par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai aussi entendu, alors toi, tu vas le vivre différemment, mais ça me vient maintenant, mais des personnes, alors des parents en deuil comme moi, qui à un moment donné ne supportent pas en fait de voir des parents avec d'autres enfants, qui en Aussi. sont jaloux. Ou alors, moi j'ai une copine qui a été veuve comme toi assez jeune, et à un moment en fait elle supportait pas de voir des couples en fait. Oui, c'est des choses qui C'est peuvent arriver. insupportable. Donc et c'est, je dirais, il n'y a pas à avoir honte de Non. ressentir ça. Bon, après, peut-être, voilà, c'est quelque chose qui peut évoluer et qu'on peut faire Oui, bouger, mais il n'y a pas de honte, en fait. Il faut reconnaître que ça peut nous traverser. Donc, ouais, oui. donc les enfants, au départ, c'est pas forcément ce qui t'a le plus Non, poussé, en fait, à vivre. non. Donc, du coup, qu'est-ce qui a été... Enfin, ce que je te disais, c'était peut-être... tu as choisi la vie malgré toi, peut-être au départ, ou peut-être la vie t'a demandé de rester. Vas-y, je te laisse nous dire un petit peu par rapport à ça. Oui, je pense que c'est la vie qui m'a demandé de rester, parce que comme j'ai un ami dont je suis très proche qui m'a dit un jour, mais Vierge, t'as l'instinct de survie chevillé au corps. Et moi, je m'en rendais pas compte en fait. Mais je crois que c'est cet instinct de survie-là qui m'a permis de ne pas passer à l'acte. Après, il y a aussi tout mon historique. Comme disait ma psy, mais Virginie, vous vous êtes bâtie dans le chaos. Oui, j'ai eu une vie compliquée depuis ma naissance. J'ai eu l'habitude d'avoir des épreuves, d'avoir des obstacles, et je me suis construite comme ça dans l'adversité. Donc, à un moment, je pense que ça devient une façon de vivre, hein. On est comme ça, on est construit comme ça. Donc finalement, avec le recul, je me suis dit, c'est juste une épreuve de plus. C'était, à aujourd'hui, je peux dire, c'était l'épreuve de ma vie, mais ça n'est pas la seule. Ouais. Voilà. Et D'accord. peut-être qu'à force d'en vivre et d'en vivre et d'en vivre, on a quelque chose d'instinctif qui se développe très très fort à l'intérieur de soi et qui fait que ben, on continue à vivre parce que probablement qu'on sait que ça vaut le coup sans se le dire, tu vois. Ouais. Et à quel moment, donc, parce que tu dis quand même, dans les premiers mois, il y avait cette envie de disparaître, de mourir aussi, etc. À quel moment ça s'est modifié, en fait? À quel moment, quelque part consciemment, tu t'es dit, bon, voilà, maintenant je choisis de vivre, quoi.
Bon, je pense que ça m'a bien pris au moins 8 mois, voire peut-être un an où j'ai eu des pensées suicidaires, même Mhm. encore après, de façon plus sporadique. Oui, Euh, oui, je dis pas que ça s'arrête d'un coup et voilà, puis ouais, voilà, ouais, comme ouais. on dirait, entre guillemets, j'ai horreur de ce truc, c'est genre, t'as tourné la page. Euh, Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. c'est Ça pas. s'estompe, on va dire. Ouais, 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 oui, oui. Et à ce moment-là, est-ce que pour toi, donc c'est peut-être, ça, c'est aussi ma question, c'est en fait quelles ressources est-ce que tu as été chercher? Donc des ressources peut-être que tu dis tu as eu en toi, cette façon de se dire, bah, de se relever parce que c'était pas ta première épreuve, etc. Mais sinon, bah, tu parles d'un ami, donc quelles ont été tes premières ressources peut-être déjà? Alors moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai été très bien entourée. J'ai des amis qui ont été très présents, qui ont été formidables, qui sont toujours là aujourd'hui d'ailleurs. Je les remercie si jamais ils regardent. J'ai été déjà très bien entourée. Donc ça, c'est quelque chose de tellement précieux. J'ai eu vraiment beaucoup de soutien. Et puis, je suis aussi allée chercher du soutien beaucoup à l'extérieur. Alors, j'ai énormément investi sur moi dans ma psyché, on va dire, hein. Donc, j'ai consulté un psychiatre, une psychologue et une spécialiste avec qui j'ai fait de l'hypnose, de l'EMDR et des choses comme ça. Donc Elle m'a spécialiste du deuil ou spécialiste Non, pas spécifiquement du deuil, mais une hypnothérapeute, une praticienne en relation d'aide, oui c'est ça, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a fait revivre certains moments de l'hospitalisation de Jérôme en hypnose pour que je puisse me les réapproprier, puisque j'avais la souffrance en fait m'a fait comment on appelle ça, me dissocier, la hein, dissociation? Ouais. voilà. Et j'arrivais plus à, à un moment, j'étais coupée complètement de mes émotions. Donc, il fallait vraiment que je me réapproprie ça. Donc, j'ai mis plein de choses en branle en En même place. temps. Mm. Je me suis aidée de partout où je pouvais trouver de l'aide. J'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts. À un moment, tout s'est débloqué et j'ai cherché de l'aide partout, 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 Et ça, partout. est-ce que tu l'as fait dès le début ou tu l'as fait à partir de quand en fait? Alors, le début, j'ai consulté une psychologue, tout simplement. Mm. Et puis après, j'ai consulté l'hypnothérapeute et c'est seulement bien C'est plus venu tard. combien de temps après ça à peu près? La psychologue, ça a été tout de suite. L'hypnothérapeute, ça a été peut-être 2, 3 mois après. Et puis D'accord. le psychiatre encore bien plus tard. D'accord. Pour d'autres raisons. Mais voilà, il y avait Mhm. des choses à gérer encore. Donc j'ai cherché de l'aide extérieure, plus l'aide amicale, familiale que j'ai eu autour de moi. Voilà, tout ça, ça a été autant de piliers qui m'ont aidé à tenir debout. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vraiment important et puis de montrer que c'est pas forcément immédiat. Enfin, que voilà, Non. il peut y avoir tout de suite un peu d'aide et qu'après, ça vient après aussi. Parce qu'au début, il y a tout simplement la sidération, il y a le choc. Et C'est puis ça. effectivement, enfin, entre le diagnostic et sa mort, c'est tellement rapide, c'est Mm. tellement incroyable, c'est entre guillemets presque comme un accident. T'as pas le temps de comprendre, t'as pas le temps Non, de voir la maladie, donc t'as pas le temps de non, digérer, enfin, non, c'est non. Il rentre à l'hôpital, il en ressort plus en fait. Quand il en ressort, c'est malheureusement décédé, quoi. ouais, ouais. Oui, nous, on a eu quand même 18 mois entre le diagnostic et le décès, donc c'est vrai qu'il y a eu du temps quand même un petit peu, même si enfin, on peut toujours trouver que c'est trop rapide et ça change rien. Et c'est vrai que par rapport à ça, par rapport au fait de trouver des ressources, je trouve que c'est intéressant parce que bon, il y a le fait que tu sois veuve, qu'il soit décédé, ça c'est une chose, mais après il y a les circonstances et ce truc de rapidité comme ça, Ouais, t'as pas le temps et même bon parfois tu peux avoir des gens qui on va dire qui s'éteignent lentement, c'est des maladies qui durent longtemps, pendant 5 ans, etc. Et malgré tout, voilà, mais ou quand il y a eu du soin pendant 3 4 ans, il y a un autre phénomène qui peut se passer, peut y avoir un phénomène quelque part de libération, parce que d'assister oui, quelqu'un qui est malade, c'est très très lourd aussi, et oui, il y a quelque part un espèce de soulagement physique, bah déjà pour celui qui souffre. Et là, tandis que là, quelque part, il n'a pas eu le temps de souffrir, t'as pas eu le temps de. T'aurais voulu le soigner plus longtemps. Enfin, voilà, il y a tout ça qui vient, quoi. Donc, il y a cette brutalité. Euh, et donc, dans toutes ces aides aussi, dans toutes ces... Alors, je ne veux pas te mettre une échelle de valeur, mais peut-être plutôt de mettre... parce que ma question, c'était un peu lesquelles ressources t'ont les plus aidé. Donc, c'est peut-être pas une hiérarchie en termes de plus, mais
quelles ont été les spécificités peut-être? Peut-être il y en a une ou deux dont tu veux parler plus. Ça aide sur des plans différents en fait. Ouais. Les amis, la famille, moi je sais que ils ont été extraordinaires. Ça m'a aidé surtout sur le quotidien. Le quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est très très dur à gérer quand on est, comme tu dis, en état de sidération. Post-deuil, on a le cerveau qui fonctionne plus en fait. Et moi j'ai eu des amis qui sont venus garder mes enfants, qui sont venus me faire à manger, Ouais. un brin de ménage, qui m'ont proposé d'aider à faire les courses, parce que on n'est même plus capable d'accomplir les gestes de la vie quotidienne, en fait, tellement c'est le Et brouillard ça, c'était général. toi qui leur demandais ou c'était eux qui ont eu Non, l'initiative? c'est eux qui ont proposé Ouais. Tu as vraiment des amis formidables Ah aussi. ouais, Ouais. ah oui, Non, non, bah mais oui, parce que c'est vrai que parfois, il y a des personnes oui, qui n'osent pas parler, etc. Et parfois te dire, bah, est-ce que tu veux que j'aille te faire tes courses ou est-ce que tu veux que je t'emmène et qu'on aille faire les courses ensemble? Est-ce que, voilà, et qu'ils prennent la pile de repassage ou j'en sais rien. Et peut-être que certaines personnes en deuil ne vont pas supporter, mais bon, ça dépend des liens d'amitié qu'on a, etc. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de simplicité aussi, d'accepter, ben voilà, et de reconnaître que ben non, j'arrive plus, là, je on n'est largue. plus capable, ouais, c'est ça. C'est ça, mais je pense que... Et ça t'a empêché de sombrer aussi dans le quotidien, ouais. sans complètement aller, Ah peut-être. oui, très clairement, oui. Très Mm. clairement, oui, parce que si j'avais pas eu tout ça, j'étais même pas. Je suis restée. Bah, le père de mes enfants les a pas mal pris aussi au début parce que j'arrivais même pas à m'occuper de mes enfants. Je pouvais rester des semaines entières sans manger, quoi. D'ailleurs, j'ai perdu 12 kilos en 2 mois. Je me nourrissais de café au lait, je buvais un café au lait par jour, 2 cafés au lait par jour, et puis c'est tout, quoi. Je mangeais pas, je m'alimentais pas, je dormais pas, je travaillais. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour noyer mon cerveau dans l'hyperactivité. Mais par contre, tu vois, j'étais pas du tout capable de faire les gestes du quotidien. Mm. Donc là, j'ai eu de la chance d'être aidée pour la logistique quotidienne, on va dire, de mes Ouais. amis. Et puis C'est après, important parce que le psy va pas t'apporter ça, quoi. Enfin, non, voilà, les c'est séances, c'est ça. autre chose. Tu travailles sur un autre plan, C'est effectivement. ça, exactement, c'est un autre plan. Après, le psy, l'hypno, c'est d'autres. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses en profondeur tout le temps, de décortiquer. Alors, j'ai commencé à lire plein de bouquins sur le deuil, les mécanismes en neurosciences, etc. Je me suis vraiment nourrie de ça et j'avais besoin de me l'appliquer à moi-même aussi, de comprendre mon cerveau, qu'est-ce qui se passait là-dedans, comment ça fonctionnait, etc. Donc, c'est toute la partie. Je scindrais, si tu veux, la partie médicale de la partie amicale. Ça s'est joué vraiment Mhm. sur des plans très différents, mais néanmoins ultra complémentaires. Mm. Oui, c'est important. Et, euh, et alors, j'ai une question quand même que je t'ai pas posée encore. C'est comment, avant cet événement-là, même si tu dis que dans ta vie, tu as déjà eu des épreuves, etc., comment est-ce que tu voyais la mort avant? Est-ce que c'est un truc auquel tu pensais ou pas J'y vraiment? avais été confrontée à plusieurs reprises, mais je voyais ça comme quelque chose d'un peu lointain, de naturel. Bon, bien que quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais déjà eu un ami qui était décédé d'un cancer à 28 ans et que j'avais accompagné. Des fois, je me demande si ma mission de vie, elle n'est pas aussi un peu là, parce que tu vois, quand je regarde un peu dans le rétro, ça a commencé même bien plus tôt que ça. Ça a commencé au lycée. Quand j'avais 15 ans, j'ai un ami, un copain de lycée qui a perdu sa maman à l'époque. Et on est devenus très proches et je l'ai accompagnée à la clinique alors qu'elle était en stade terminal et qu'elle voulait voir personne. Elle a accepté de me voir. Et cette amie-là, on est toujours amis aujourd'hui, tu vois. Et donc ça a commencé à 15 ans par un cancer. Et puis après, à la vingtaine, un autre ami qui a eu un cancer très rapide aussi, très fulgurant aussi, que j'ai accompagné. J'allais à l'hôpital, il souffrait énormément à cause des métastases dans le dos, donc je lui massais le dos et tout. Et j'ai eu ça aussi. Et puis le rapport à la mort, pour répondre à ta question, j'ai fait ce que j'avais à faire en fait. Tu vois, je les ai accompagnés au bout dans ce que je pouvais faire à ma petite hauteur. Et puis beaucoup de tristesse, hein, normal. Mais voilà, j'essayais de faire quelque chose Ouais, ouais, parce que concrètement. toi, tu es vraiment c'est une femme d'action, hein. Donc là, Oui, tu disais justement que donc par rapport au travail, toi, au contraire, tu voulais pas t'arrêter de travailler, tu as voulu travailler à fond pour euh, alors j'étais en arrêt maladie parce que je ne pouvais pas retourner faire mon travail. J'étais responsable commercial, j'allais en clientèle, j'avais des équipes à gérer.
Et j'avais pas du tout ni les ressources ni les capacités, encore moins l'envie de le faire, parce que j'étais pas capable, hein. Par contre, quand je dis travailler, en fait, j'ai refait ma maison du sol au plafond. J'ai tout D'accord. repeint, j'ai tout changé de place, j'ai tout retapissé, j'ai tout. Tu vois, j'ai une maison de 160 mètres carrés et j'ai tout refait, des nuits et des nuits durant pour occuper mon cerveau autrement. D'accord, donc c'était ça. Donc, par contre, tu étais en arrêt maladie pour ton Ouais, travail. j'étais en arrêt maladie, ouais, parce que j'avais pas les capacités cognitives pour aller au travail, mon job alimentaire, quoi, on va dire. Mais par contre, effectivement, tu as refait toute cette maison et peut-être que tu veux en parler maintenant parce que donc tout à l'heure, on en a parlé un petit peu déjà en off et puis quand on s'était déjà rencontrés. Euh, donc par rapport au fait que, voilà, avant la mort et sur le coup, ben, au départ, l'avenir, c'est juste de te suicider. Enfin, voilà, il y a pas d'avenir. En fait, tu n'as pas envie qu'il y ait un avenir parce que ton avenir, c'est forcément avec Jérôme et donc, ben, du coup, il est plus là d'un coup. Non, j'envisage plus rien après. Alors, soit tu peux sauter directement aujourd'hui, dire où tu en es, soit tu peux parler de cette progression et peut-être en parlant de la maison, parce que moi, en fait, quand j'ai commencé à te suivre sur LinkedIn, euh, je me souviens des premières publications que j'avais vues de toi. Bon, avant, je ne t'avais pas suivi avant, où tu parlais de cette maison. C'est une maison que vous aviez achetée ensemble avec Jérôme, et donc tu as tout refait après sa mort et que en fait tu étais là et que ça y est, tu envisageais de la vendre et de déménager. Donc peut-être que tu peux prendre l'angle de la maison pour nous parler un peu de comment ça a bougé et comment ça a évolué dans ta Oui, vie pour toi. la maison, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'évolution de ma guérison, si je peux appeler ça comme ça. J'aime pas trop le terme, mais bon. On l'avait acheté en 2019 avec Jérôme, on l'avait déjà entièrement rénové tous les deux, et puis quand il est décédé en 2020, bah, on commençait juste à finir les travaux, on devait pouvoir profiter de la maison, on n'en aura pas eu le temps. J'ai du coup rénové la maison moi-même pour créer d'autres souvenirs que ceux qu'on avait ensemble de rénovation de la maison. Et puis je suis restée dans cette maison. Bon, la succession, faut savoir qu'elle a été très compliquée aussi avec Jérôme, pour des raisons que j'ai pas envie de développer ici, mais elle a duré 3 ans, la succession, hein. Donc pendant la succession, je ne pouvais pas vendre la maison tant que c'était pas clôturé. Et puis une fois que la succession a été clôturée, donc en 2023, ensuite il s'est écoulé un an où j'ai enfin pu souffler, parce que c'était aussi très lourd à porter, ça. Et puis au départ, j'envisageais pas du tout de vendre cette maison, je voulais rester dedans. Pour moi, c'était acté, quoi. Je finissais Oui, ma vie dans cette maison. ouais. Et puis, bah, j'ai commencé à me dire, faudrait peut-être que je change d'air. Peut-être que ici, ça me plombe un peu trop. Peut-être que la maison est devenue trop grande. Peut-être qu'il faudrait que j'ai un autre environnement. Et puis, à peu près à cette même période, bah, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, qui est mon conjoint aujourd'hui et avec qui on vient d'acheter une autre maison. Donc, moi, la maison que j'avais achetée avec Jérôme, elle est vendue depuis le mois de mai de cette année. Et puis la semaine dernière, eh bien, on a signé chez le notaire. Jeudi, on a eu les clés de notre nouvelle maison avec mon nouveau conjoint. Voilà. C'est vraiment chouette. Et par rapport à ça, donc effectivement, là, on disait tout à l'heure, est-ce que au début, après la mort de Jérôme, est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais? Non, bah, mais tu sais, t'envisages rien. Bah, comme on disait tout à Oui. l'heure, déjà au départ, t'envisages juste de mourir pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis après, bah moi j'ai essayé de reconstruire une vie amoureuse, une vie de femme, et puis bah tout a foiré forcément parce que c'était pas le moment, parce que c'était trop tôt, parce que c'était pas les bonnes personnes, parce que j'ai cru que j'allais pouvoir reconstruire quelque chose alors que c'était pas le bon moment pour moi, tu vois. Bon, mais je regrette rien, hein, ça fait partie du chemin en fait, ça fait partie du chemin. Pour moi, ça fait partie intégrante du chemin, ça m'a aussi aidé à apprendre beaucoup de choses sur moi-même. Et puis voilà quoi, donc ça continue, voilà. Puis ça s'est fait. Et alors là, je n'es pas obligé de répondre, c'est peut-être un peu indiscret, mais tu m'en avais parlé quand on s'était rencontrés la première fois. Et moi, c'est quelque chose que j'avais entendu sur un podcast de Maya Mazorette, je ne sais pas le titre maintenant, où elle parle du décès de son compagnon qui était un petit peu plus jeune qu'elle, mais qui avait 28 ans et qui est mort brutalement. Et qu'en fait, très rapidement après, alors je ne sais pas, si c'était 3 mois, 6 mois après, elle a rencontré quelqu'un. Et en fait, elle parlait avec beaucoup
de sincérité. Elle disait qu'en fait, elle faisait ménage à trois et dans le sens où le fait d'être avec quelqu'un d'autre, ça ne reniait pas l'amour qu'elle avait eu pour Non, son premier chéri, ça ne reniait pas ce qu'ils avaient vécu ensemble et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de penser quand même à son premier mais bien amour. sûr, Et donc, on en avait un petit peu parlé ensemble et je te remercie parce que, enfin, si tu veux bien en parler, puis voilà, vas-y, je te laisse parler. absolument. C'est Mais OK. bien sûr, le terme ménage à trois, dans ce cas-là, il n'est pas du tout péjoratif, hein, Oui. parce que c'est effectivement ça. Euh, Jérôme, personne n'a voulu qu'il meure en fait, ni moi, ni lui, ni Alain, mon nouveau conjoint. Et j'ai une chance incroyable, c'est que mon nouveau chéri, il comprend cette situation parfaitement. C'est pas un choix de notre part. La vie me l'a enlevé. Et je parle très régulièrement de Jérôme avec Alain. Lui, il sait très bien où est sa place. Il n'est pas du tout jaloux. Il m'accompagne au cimetière. Voilà, et on fait ménage à trois, mais en bonne entente, chacun à sa place. Et comme on dit souvent, l'amour, ça ne se divise pas, ça se partage. Ça se Voilà. multiplie. Et voilà. Et moi, Jérôme, ça restera toute la vie l'amour de ma vie, le premier amour de ma vie, avec qui je me suis mariée sur le lit d'hôpital le jour de sa mort. Voilà, comme on en avait parlé, tu sais, euh, dans des circonstances assez terribles. Euh, c'est un état de fait qu'on ne pourra jamais effacer. Mm. Hein, voilà, donc maintenant, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ma vie, et bah, mon nouveau compagnon comprend ça très très bien, et Jérôme partage notre quotidien. Et là, tu vois, on a eu les clés de la maison la semaine dernière, et on a même parlé de Jérôme en se disant que bah, il aurait été super heureux de voir où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Voilà, Ouais. donc je rejoins complètement l'autrice. J'ai déjà entendu parler de son histoire et effectivement, Véronique. ça Mm. avait tilté aussi chez moi parce que c'est la même histoire que moi, quoi. Ouais, ouais, mais merci pour enfin, l'honnêteté d'en parler parce que parfois il y a beaucoup de gens que ça peut mettre mal à l'aise et Mm. c'est pour montrer aussi que même si, entre guillemets, hein, je mets beaucoup de guillemets, mais du coup, à 45 ans, entre guillemets, t'es veuve, tu te retrouves sur le marché des célibataires. Enfin, bon, je sais pas comment. Mais tu vois, mais ça n'a rien à voir avec un divorce, ça n'a Ah bah rien à non, voir avec. pas C'est toujours. choisi. Donc, bah, de toute façon, même dans un divorce, on a notre histoire, on a Mm. toujours notre histoire avec nous. Mais c'est magnifique aussi de trouver un conjoint qui est OK avec ça et de Ouais, pouvoir avoir cette franchise, cette sincérité. ouais, Et, euh, et voilà, et j'aime bien ce que tu dis, c'est que l'amour, enfin voilà, ça se partage et c'est pas un truc. Euh, et ça serait faux de vouloir le nier. Et puis, quelque part, c'est une façon aussi de remercier Jérôme, bah, de pouvoir continuer à vivre comme bien ça. sûr. Je trouve ça vraiment chouette. Euh, donc ça, on en a parlé. J'avais aussi... euh, oui, donc ça, c'est franchement quelque chose que tu n'envisageais pas. Je sais qu'il y a aussi des choses qui ont bougé pour toi. D'ailleurs, moi, je ne me suis pas présentée complètement, mais bon, il y a peut-être des personnes qui me connaissent déjà ici. Mais donc moi, par exemple, ce que je n'envisageais pas, c'était d'écrire des livres. Donc j'ai écrit 3 livres sur le deuil, sur la mort, sur l'au-delà. Euh, Toi, il y a aussi professionnellement beaucoup de choses qui ont changé. Oui, Donc au début, voilà, tu étais commercial, tu as arrêté. oui, Et puis, je sais qu'après, tu es devenue assistante virtuelle. En fait, tu as oui, trouvé un métier que tu pouvais exercer de chez toi. c'est ça. Et puis, je sais que les choses sont en train d'évoluer il n'y a Oui, pas longtemps. Donc peut-être que tu peux nous en dire quelques mots aussi. oui, j'ai en fait j'ai toujours eu cette comment on pourrait dire cette capacité ou cette appétence pour parler, pour écouter, pour soutenir, pour aider, mais il m'était jamais venu à l'idée d'en faire mon métier, quoi. Je me Oui, mais sentais pas. pourtant, là, je te coupe parce que, comme tu dis, que tu étais quand même commercial. Donc, Oui, dans le côté commercial, on écoute les gens, on parle avec eux. oui, Et c'est du contact aussi, quand même. Et c'est de oui. l'écoute, et répondre à leurs besoins. C'est pas juste leur fourguer des trucs. Les commerciaux, on dit oui, Non. ils sont là pour nous vendre des trucs. Non, tu es là pour nous donner, de proposer aux gens ce qui va leur rendre service, qui va aider leur vie, etc. Donc, quelque part, tu étais déjà là-dedans. Et ce qui est très drôle, c'est que on se faisait la réflexion l'autre jour. Figure-toi, quand j'étais commerciale, j'étais dans les équipements de protection individuelle. Ouais. Donc, en gros, je travaillais pour soigner, sauver la vie des gens au travail. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de... En fait, ce qui faisait tout le sens de mon boulot, c'était ça. C'est que je bossais pour la vie des autres, en fait, tu vois.
pour les maladies professionnelles, pour leur sécurité, pour éviter les chutes, les accidents, la mort hein, aussi, voilà. Ouais, Et ouais. ça, c'était ça, le cœur de mon truc, c'était ça. Et finalement, aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose qui s'est transposé d'une façon complètement différente. Donc ensuite, je suis devenue assistante virtuelle, effectivement, métier que j'exerce toujours aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais Et peut-être tu peux juste redire comment ça s'est fait, parce que donc à un moment tu disais là que tu n'étais plus en capacité de travailler ouais, cognitivement, etc. Comment tu as réussi à reprendre ton activité professionnelle? Parce que ça peut aider peut-être d'autres oui, femmes, d'autres hommes qui sont dans ouais, cette situation où au départ, se reconfronter au monde du travail, c'est très compliqué. Je très. dirais, entre guillemets, heureusement, il y a eu le Covid entre-temps, enfin le télétravail qui s'est développé, etc. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça peut aider. Donc peut-être tu peux redire un mot là-dessus. Alors, moi, j'ai repris le boulot au bout de un peu plus d'un an d'arrêt. Ça s'est très mal passé. Alors, je ne jette pas du tout la pierre ni à mon chef de l'époque, ni à mon équipe. Juste, je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire de moi et je peux tellement le comprendre parce que qu'est-ce que vous voulez dire à une nana qui revient au boulot, qui est complètement brisée, qui a envie de travailler, mais qui a à peine ses capacités, voilà. Ils savaient pas trop comment me parler, qu'ils avaient peur de commettre des maladresses et tout, c'est super chaud. Mais moi, j'ai pas eu l'accompagnement que j'aurais souhaité. Et je sais qu'ils ont tous fait de leur mieux, je le répète, hein, ça c'est Mmh. très important. Et puis, je pense que j'étais pas aussi suffisamment solide pour reprendre. Donc, bah, j'ai repris quelques semaines et puis mon chef m'a gentiment renvoyé chez moi parce que je faisais que de pleurer au boulot. C'était une catastrophe. Et je suis repartie 6 mois en arrêt. Au bout de 6 mois, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée. Et puis, j'ai cherché avec quel emploi je pourrais remettre un pied à l'étrier dans le travail tout en gérant ma dépression qui était plutôt en train de guérir, mais qui était quand même encore présente certains jours. Et j'ai trouvé ce métier d'assistant virtuel où je me suis dit, voilà, je vais travailler depuis la maison à 100%. Les jours où ça va aller bien, bah, je pourrais travailler à 200%. Les jours où ça n'ira pas du tout, bah, je pourrais travailler à moins 200%, rester au fond de ma couette. Et l'un dans l'autre, ça s'équilibrera, mais au moins je pourrai retrouver une activité professionnelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis Mmh. mise à mon compte, j'ai commencé à publier mon histoire sur LinkedIn parce que je suis arrivée très béatement sur LinkedIn, je ne savais pas trop de quoi parler. Et puis j'ai expliqué bah, justement la création de mon entreprise, quel était le point de départ, qui était cette histoire. Et puis à l'époque, j'ai fait un post qui est parti complètement viral, qui a fait 1,2 million de vues. Ça a été une vraie tornade que j'ai dû supprimer quelques heures après parce que évidemment, qui dit gros nombre de vues dit forcément des haters dans le lot. Et j'étais pas du tout préparée à ça. Donc, du coup, un petit coucou au passage aux haters. Je suis toujours là 4 ans après. Ouais. Et voilà, donc ça a démarré comme ça sur LinkedIn. J'étais assistante virtuelle pendant 3 ans, bientôt 4, je continue toujours. Mais là, je développe en parallèle une activité d'accompagnement au deuil, mais pas du tout dans les sphères un peu ésotériques ou énergétiques ou choses Comme comme ça. moi, quoi. Voilà, c'est pas, ça, Plus du pratico-pratique. voilà, il en faut pour tout le monde. Oui, oui, oui. Moi-même, j'ai eu recours à l'hypnose, j'ai eu recours à des médecines alternatives. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, juste, je suis pas qualifiée pour le faire déjà, premièrement. Et puis moi, comme on disait tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est dans l'action, dans le pratico-pratique, dans le pragmatique. Donc, moi, je vais plutôt aider sur tout ce qui est, par exemple, accompagnement, démarche. Là, j'ai fait un guide sur Oui, quoi c'est dire ce ou que ne j'ai pas aperçu, un dire. petit guide. Et Euh, c'est tellement important voilà, parce que quel mot toi, tu as dire. été confronté à ça complètement. Enfin, Ouais, ouais, ouais. J'ai c'est entendu pas grave. tellement d'horreurs que je me suis dit si je peux épargner quelques personnes, ça pourra toujours être utile. Mais voilà, puis là, je travaille sur des nouveaux accompagnements qui vont être un accompagnement spécifique à toutes les démarches liées à l'immobilier, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier non plus. Je suis en train de créer un partenariat avec ma notaire aussi pour produire du contenu juridique qui soit juste, qui soit vrai, qui soit pas inventé, qui soit utile. Voilà, je suis en train aussi de travailler sur un guide qui va reprendre totalement toutes les démarches possibles qu'il faut faire après un deuil parce que bien sûr, je n'invente rien, bien sûr, on trouve déjà tout sur Internet. La difficulté, c'est que on trouve ça aux quatre coins de la toile en fait. Donc il faut tout rassembler. C'est un véritable parcours du combattant pour savoir quoi faire, quand faire, où faire, avec qui faire. Donc, je suis en train de rassembler tout ça en un seul et même endroit. C'est à l'intention
des personnes endeuillées, mais c'est aussi à l'intention et surtout des personnes bien vivantes, bien portantes, qui veulent préparer leur avenir et pas laisser Anticiper cette ça. charge terrible bah, à ceux Ouais. qui restent, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de parler. Et comme moi je dis, ben, Non, parler de la mort, c'est pas mortel. La vie est non, mortelle. Mais justement, parler aussi de tout ce côté administratif après la mort. Moi, j'avais une collègue de travail quand j'avais 22 ans, je me souviens, qui avait perdu ses parents assez jeunes et qui parlait de ça. Elle dit, moi, maintenant, tout est prêt. J'ai tous les papiers. S'il m'arrive quelque chose, parce qu'en fait, ça a été un tel bazar quand sa mère est morte, que ça l'avait vraiment marqué. Et je veux dire, ça rajoute. Alors, autant tu peux avoir ah des oui, copains qui viennent de t'assister ouais, voilà, pour faire des repas, pour faire des trucs, mais en fait, si tu as aussi peut-être déjà préparé ça, anticipé, tu sais où tous sont les comptes, tu sais ce qu'il faut faire, ou tu as un petit guide qui te ouais, dit ça, c'est ça. bah, ça soulage le reste, quoi. Enfin, ça aide à Mm. pas se plomber parce que quand tu te retombes sur est-ce que tu peux peut-être nous donner juste un exemple, alors, on va dire plutôt sordide, de blocage administratif ou de truc qui a été vraiment casse-pied pour toi Ah ou... bah alors en plus juste pour J'imagine la qu'il y en a plein, mais ouais, donne-en-nous ouais, un ouais. seulement. Juste pour la petite info, quand même, j'ai un BTS assistante de direction, hein, puis assistante virtuelle. Enfin, j'ai toujours été très à l'aise avec les démarches et les papiers. Et même Oui, en moi, plus. Mm. avec mon bagage et mon expérience, j'ai galéré. Donc, c'est pour vous dire, je pense de façon très forte aux gens qui sont pas à l'aise avec la paperasse. Pour eux, ça doit être un calvaire sur terre, quoi. Non, moi, la plus grande difficulté, ça a été bah, évidemment avec l'assurance crédit de la maison, puisque ben je n'ai rien contre les assureurs, mais bon, quand vous avez besoin de rien, ça va toujours très bien. Par contre, quand vous avez un deuil, un décès 1 an après avoir acheté la maison et que vous avez droit à être remboursé d'une partie de votre crédit immobilier, alors là, c'est la déferlante de questions, d'incompréhension, d'injonctions contradictoires, de 12 interlocuteurs qui vous donnent pas les mêmes infos. Et puis, ils font tout pour bloquer, pour retarder ou je ne sais quoi, hein. Je sais pas, voilà, moi, j'ai même plus trop envie d'entendre parler. Mais en Mm. tout cas, pour moi, je l'ai vécu comme une véritable guerre pour avoir droit à pour lequel on avait souscrit et payé, quoi. Ouais, Donc ouais. ça, c'est les gens qui achètent, vous qui achetez des maisons, faites hyper attention aux clauses de vos assurances habitation et prenez quelque chose de solide, quoi. Si je peux vous donner un conseil, voilà, parce que ça, Oui, c'est oui, parce vraiment que le des nerf fois, de la la vie guerre. va bien et en fait, les contrats, il faut les Ah, prévoir pour quand il y a un ah ouais, trou, ouais. en fait. Mm. Entourez-vous d'un notaire, d'un courtier qui connaît bien son job. Faites relire vos contrats. Il y a jamais trop de précautions dans ces cas-là parce que quand vous vous retrouvez seul face à ça, et même moi qui suis aguerrie, je peux vous dire que c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Avec les émotions, être obligé de passer ce genre Ah de coup de oui. fil, de se battre, etc. Et l'autre qui vous dit ah, gna, 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 et toi, tu es là, ben attends, mon mec est mort, là, vous pouvez pas Et avoir un raconter 150 fois la même histoire et donner 150 fois les mêmes papiers. Mais c'est épouvantable en fait. On pourrait croire à l'ère du numérique, tout est centralisé, numérisé dans un dossier. Non, 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 non. Vous avez affaire à je ne sais combien de services, redonner 10 fois l'acte de décès. Enfin, Oui, c'est et sortir l'acte de décès, c'est jamais anodin. C'est jamais anodin. non, surtout que nous, on De s'est mariés vérifier. le 23 août 2020 et que Jérôme a été déclaré décédé le 24 août 2020 puisqu'il est décédé à minuit pile et que le temps que le médecin fasse la constatation, il a été déclaré décédé le 24 août. Mhm. Donc, il va expliquer aux instances qu'il est mort, qu'on s'est marié le 23 août, qu'il est mort le 24 août à minuit 10. Bon, bref, ça n'a pas du tout simplifié les choses. Ouais. Mhm. Donc toi, tu œuvres pour la simplicité et c'est important, comme tu dis, en fait, d'œuvrer sur tous les plans. Oui, Parce que ces deuils-là, ils viennent nous impacter bah, sur tous les plans aussi. Et bah, il y a aussi des papiers, il y a aussi des affaires, il y a aussi tout ça. Bon, c'est allez, ça. ça fait plus d'une demi-heure. Je pense qu'on pourrait parler encore beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de monde en direct, mais vous serez sûrement là en différé. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois des petits cœurs, des petits j'aime. N'hésitez pas à nous poser vos questions aussi en différé, à vous adresser à Virginie. Je remettrai bien ses coordonnées sous la vidéo. Et s'il y avait quoi que ce soit comme question, vous pouvez vous faire appel à Virginie ou à moi-même. Je te remercie vraiment, Virginie, pour ce que tu as partagé.
Je te remercie pour vraiment ta franchise et puis de ne pas avoir peur ben, voilà, de dire les choses comme elles sont, de C'est en manière faisant ça froide. qu'on aidera plein de gens à libérer leurs paroles, à libérer leur envie de préparer leur avenir, à libérer leur envie d'aider quelqu'un d'endeuillé. En fait, si personne n'en parle, la comparaison va être un peu maladroite, mais c'est comme MeToo, en fait. À un moment donné, il faut libérer la parole. Donc, si Oui, personne ne met les pieds dans le plat, si personne n'ose en parler, si personne n'ose prendre les devants, on n'améliorera jamais la situation. Donc, oui, moi, j'ai pas peur, je n'ai plus peur. J'y vais, j'en parle. Ça devrait être un sujet aussi banal que la pluie et le beau temps, je trouve. oui, 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 Voilà. oui, 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 La parce que mort fait partie de la là, vie, la vie pendant la fait partie demi-heure de la qu'on vie. a parlé, je sais pas combien il y a de gens qui sont morts, mais voilà, même ne serait-ce qu'en France. Donc c'est ça. Et alors, je vais te laisser te dire ce que tu m'as dit tout à l'heure, vraiment le message, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent en fait à travers ton témoignage. Bon, après, ils retiendront ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de choses, Oui. mais vraiment, ton message qui te tient à cœur, je te laisse le partager. Moi, je voudrais juste dire que quel que soit ce que je t'ai dit tout à l'heure, quelle que soit la claque qu'on se prend derrière la tête, il y a toujours un moment où la vie reprend le dessus. Toujours. Il faut savoir accrocher ce moment. S'y cramponner parfois, c'est pas toujours facile, mais la vie revient. Voilà, j'en suis la Voilà. preuve. J'espère que mon histoire aura inspiré et donné de l'espoir à ceux qui n'en ont Oui, et puis peut-être. maintenant, en plus, voilà, tu travailles aussi dans ce sens-là, donc c'est Oui. vraiment chouette. Je te remercie. Je vais arrêter la diffusion. Je vais arrêter.